Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Valérie Gomez-Bassac fait partie des députés de l'actuelle majorité élue pour la première fois en 2017. Sans expérience ni engagement politique jusque-là, cette avocate varoise, séduite par le programme du candidat Emmanuel Macron, a décidé de franchir le pas et de s'engager pour son élection et participer à sa majorité. Élue députée LREM de la 6e circonscription du Var, détenue depuis plusieurs mandats par la droite, Valérie Gomez-Bassac a fait son entrée au Palais Bourbon avec plusieurs dizaines de novices constituant une très confortable majorité au nouveau président de la République. Dans cet entretien, Valérie Gomez-Bassac revient sur les raisons de son engagement. Elle nous parle également de sa découverte de la politique nationale et locale, de la rudesse des premiers contacts sur le terrain et fait le bilan de presque 5 années de travail qui l'ont convaincue, si besoin était, d'avoir eu raison de s'engager en 2017. Valérie Gomez-Bassac, par quel chemin personnel et professionnel êtes-vous passée avant d'entrer en politique ? Donc j'ai fait des études de droit. Alors pourquoi le droit ? J'étais lycéenne et je n'avais pas j'avais des résultats un peu justes, donc je n'étais pas prise dans les écoles où il y avait une sélection. Donc j'ai décidé de me lancer dans le droit et ça a été une passion immédiate. Donc j'ai fait toutes mes études de droit jusqu'au doctorat. Et lorsque j'ai réussi mon doctorat, j'ai souhaité continuer dans une carrière d'enseignante dans le supérieur, donc maître de conférence. Donc je suis maître de conférence de droit privé, plus particulièrement en droit des affaires. C'est une véritable passion et dans les années 2010, j'ai souhaité essayer la carrière d'avocat. Donc je me suis inscrite au barreau puisque je bénéficiais des équivalences. J'ai exercé jusqu'à mon élection, mais je trouvais qu'il fallait voir le droit sous toutes ses facettes. C'est-à-dire que je l'avais transmis à travers la profession d'avocat. Je pouvais le mettre en application et en étant députée, je suis à l'origine de la loi. Donc en ce sens, je suis très fière de ce parcours, mais j'ai fait beaucoup de petits métiers puisque durant toutes mes études, que ce soit au lycée ou lors de mes années d'universitaire, j'ai été babysitter, j'ai été caissière, j'ai été un petit temps mannequin. Donc j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et je suis assez fière de mon parcours. Que s'est-il passé pour que vous décidiez de soutenir Emmanuel Macron et pourquoi ne pas vous être engagé plus tôt en politique ? Avant Emmanuel Macron, je n'avais pas du tout touché à la politique, je n'ai jamais eu de mandat, donc j'allais voter, j'exerçais mon devoir de citoyenne, mais ça s'arrêtait là. En fait, j'ai commencé à y penser lorsque je me suis rendu compte que mes étudiants avaient peu d'espoir dans leur avenir, lorsqu'ils s'interrogeaient énormément sur leur parcours, sur leur profession, sur leur choix de carrière. Et en tant qu'avocate, je m'occupais des dépôts de bilan. Donc, toutes les entreprises en difficulté, avec des chefs d'entreprise en plein désarroi qui me disaient « mais je comprends pas, je me lève le matin à 6h, je travaille toute la journée ». Enfin, où vous côtoyez des personnes où vous sentez que le travail est là et pourtant, elles n'ont pas le résultat de leur investissement. Donc, je me suis dit « mais en fait, tu es en colère contre le système, mais si tu veux le changer, engage-toi. Et finalement, plutôt que de critiquer les élus, essaie d'être élu. Et là, tu verras si toi, tu arrives à faire changer ou pas les choses. » Je ne trouvais pas la personne à suivre. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un mentor et je ne trouvais pas la personne à suivre. Et lorsque Emmanuel Macron a présenté sa candidature, suite à un échange avec mon associé que j'avais à l'époque, qui était avocat, où il ne comprenait pas trop que je suive Emmanuel Macron, eh bien, sous une forme de défi, je lui dis, tu vois, je vais le suivre et puis je vais même adhérer à En Marche. Et au moment où j'adhère à En Marche, je vois si vous voulez être député, candidater en ligne. Donc, je candidate et j'en parle même pas chez moi parce que je pense que c'est de la triche, quoi. En fait, je pensais que l'idée était complètement pipée. Et en fait, 2 mois après, je suis appelée par La République En Marche qui me questionne sur les différents parcours de ma vie. Et puis, quelques semaines après, j'ai su que j'étais investie et voilà. Que pensiez-vous pouvoir vraiment faire si vous étiez élu ? C'était pouvoir agir politiquement et surtout pouvoir voir si on avait les moyens d'agir lorsqu'on est de l'autre côté, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Et finalement, le fait de m'avoir taquiné en me disant « mais tu vas pas quand même suivre Emmanuel Macron », si, parce que pour moi, il était jeune, il était nouveau en politique, il avait de l'ambition, il était fier de parler de la France, il était fier de parler des Français, et il avait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc je me suis vraiment retrouvée dans ses paroles, en fait. Sinon, j'aurais jamais pu me lancer comme ça. Il faut que je croie en l'homme pour pouvoir le suivre.
Avant cet engagement, où vous situez-vous politiquement ? Alors, j'ai plutôt toujours voté à droite, même s'il m'est arrivé de voter à gauche. Je fonctionne en fonction vraiment des programmes. J'appréciais Juppé, voilà, plutôt centre droit. Mais non, j'étais pas fidèle à un parti. Ça m'est arrivé de voter à gauche. Dans quel état d'esprit étiez-vous au début de la campagne des législatives de 2017 ? Un ouragan dans ma tête, parce qu'en fait, je me suis pas dit, vu que le président est élu, forcément je vais être élu, parce qu'en fait, je mesurais pas ça, parce que j'allais voter, mais après je faisais pas tous les calculs politiques. Donc je me retrouve investie, et d'un coup, il faut que je me trouve un suppléant, il faut que je fasse un programme, il faut qu'on fasse des affiches, il faut que j'aille sur une circonscription qui est énorme, où on me connaît pas. Il faut que je me présente à tout le monde. Je rencontre des comités qui ont été mis en place pour les présidentielles, mais les gens ne me connaissent absolument pas. La plupart d'ailleurs avaient candidaté aussi pour avoir l'investiture, donc quelque part je prends aussi une place. Et en fait, tout s'est fait assez naturellement. Je me suis laissée complètement porter par toutes ces personnes qui étaient bienveillantes, qui soutenaient vraiment Emmanuel Macron et qui de fait me soutenaient. Et il y a eu une très belle énergie positive, mais je ne pouvais pas calculer, parce que je n'avais pas le temps pour calculer. Je me suis retrouvée à faire 4 semaines et demie, je crois, de campagne, et 32 communes, de Saint-Cyr à Saint-Zacharie, Saint-Maximin, Brignoles, Le Val, jusqu'à Cuers-Pierrefeu. Il fallait que j'aille vite, donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai fait de belles rencontres, notamment mon suppléant Philippe Brel, qui est une magnifique rencontre, qui est toujours présent à mes côtés aujourd'hui. Et puis toutes ces personnes qui se sont investies, qui étaient pleines d'envie pour notre pays, et pour la plupart qui le sont toujours. Il y a des personnes qui ne font plus partie des comités ou qui ont fait d'autres choix, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Donc ça, pour moi, c'est une belle réussite. Comment s'est passée votre entrée au Palais Bourbon ? C'est un choc, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que j'ai un parcours où je viens de la cité, donc je suis vraiment un produit de l'école de la République où j'ai travaillé, et je me retrouve députée, c'est-à-dire je fais partie des 577 députés de France, donc je suis fière. Je suis fière aussi que les citoyens aient cru au programme du président de la République, parce que je ne suis pas dupe, c'est le fait d'avoir mis son image à côté de la mienne qui a fait que j'ai été élue. J'avais tout approuvé aussi, donc une responsabilité en me disant, bon, lui t'a donné une chance, maintenant il faut absolument que toi tu fasses tes preuves sur le terrain. L'arrivée à Paris, où vous arrivez au Palais Bourbon, où vous vous rendez compte de toute la richesse du lieu, et c'est beau, c'est notre patrimoine, c'est notre France, donc je suis fière aussi de ça, où il y a un décalage entre ce que je suis et de me retrouver là, donc il faut aussi qu'intellectuellement je m'adapte à tout ce nouveau monde, puis ça va très vite, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on est pris en photo dans l'hémicycle, on nous donne notre place dans l'hémicycle, on doit choisir le président de l'Assemblée nationale, les présidents de commission, alors que vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne. Pourtant j'étais juriste, je ne sais pas combien il y a de commissions, je ne sais pas les commissions qui sont obligatoires de celles qui ne le sont pas, je ne sais pas comment ça fonctionne en termes de partis et de représentation au sein de l'Assemblée. Alors ça va, je comprends vite et j'apprends vite parce que je suis quand même juriste, mais c'est vrai que c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre et où vous sentez qu'à chaque fois que vous votez, vous prenez une responsabilité, mais je ne parle même pas encore du vote de la loi, mais du vote de tout comment je pourrais dire ça, de tout le fonctionnement de l'Assemblée. Et j'essaie de me renseigner au mieux, de faire au mieux. On nous donne notre bureau, on nous explique qu'on peut avoir des chambres d'hôtel ou qu'on peut être logé à l'Assemblée. On nous explique ce qu'on a le droit, pas le droit, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Et c'est intense et vous découvrez. Donc là, pareil, vous vous laissez porter. Et puis nous étions tellement tous de nouveaux députés. Donc il y a quand même une certaine cohésion qui s'est faite très vite. Est-ce que la mission de député, telle que vous l'avez découverte, correspondait à ce que vous imaginiez ? C'était une découverte absolue. C'était une découverte absolue, même juridiquement, parce que je comprends maintenant pourquoi tout est si long. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que on voit ce qu'on a envie de faire et on voit ce qu'on ne va pas pouvoir faire, même si on a envie de le faire. Parce que tout est compliqué, tout est long. Alors, je ne critique pas le système, parce que ça va avec notre système démocratique, ça va avec notre constitution. Mais voyez le fait qu'on doit d'abord faire passer les textes dans les commissions, ensuite dans l'hémicycle, ensuite ça part au Sénat, ça va d'abord dans les commissions du Sénat, ça passe dans l'hémicycle du Sénat, et après rebelote en seconde lecture.
c'est très très long d'adopter un texte. Alors on pourrait se dire, pourquoi on ne fait pas plus court, pourquoi on ne fait pas que dans l'hémicycle? Eh bien parce que c'est le temps démocratique. Et le temps démocratique, c'est vrai que c'est dans les commissions qui se passe. Donc j'ai pas de solution à ça. On peut sans doute améliorer le système. D'un autre côté, quand un texte est adopté, on est sûr que toutes les discussions autour de ce texte ont bien eu lieu. Donc j'ai appris à avoir ce fonctionnement. Et puis, j'étais un peu comme tout le monde. Moi, ce que je voyais, c'était les débats dans l'hémicycle, donc où tout le monde se crie dessus. Je voyais l'hémicycle vide aussi. Ça aussi, il faut l'assumer. Mais en fait, le travail, c'est pas là qu'il se passe. C'est dans les commissions. Et en fait, quel que soit le parti, je vais parler de tous les députés, tous partis confondus, quasiment tous les députés travaillent, je pourrais dire que tous les députés travaillent. Mais quand ils ne sont pas dans l'hémicycle, ils sont en commission. Quand ils ne sont pas en commission, ils sont sur la circonscription. Et je trouve que ça, il faut le dire et le dire encore. Parce que c'est pas juste quand un député est prêt à partir en disant « Oui, mais vous n'étiez pas dans l'hémicycle ». Non, mais alors moi, je mets mon agenda public. Au moins, ça règle toutes les questions. C'est facile de savoir où je suis et quand j'y suis. Mais je trouve que voilà, il y a des critiques qui ne sont pas justes parce que tous les députés que j'ai vus, ils sont investis dans leur mandat. Il y a toujours des exceptions, encore une fois, mais dans l'ensemble, c'est un gros travail et une responsabilité importante qu'on essaie tous de faire au mieux. Comment s'est passé votre mue, passant d'avocate et mère de famille à députée de la République à plein temps pour 5 années ? Alors c'est vrai que c'est difficile, d'autant plus, comme je vous le disais, j'en avais pas parlé à mon mari, mais pas pour lui cacher, c'est que je pensais pas avoir l'investiture, donc on ne s'était pas préparé sur un moyen terme pour ce changement-là. Bon, évidemment, dès que je lui ai dit, on a pris la décision ensemble, avec nos trois garçons et mon époux, on a pris cette décision de me laisser vivre cette aventure. Alors, comment je prends les choses? Tout va très vite, c'est-à-dire que je suis donc maître de conférence, avocate, je suis présidente d'une banque coopérative, que je cite pas. Je suis aussi dans un bureau d'une association, et là je sens qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc immédiatement je démissionne de mon mandat de présidente de cette banque. Immédiatement je démissionne aussi de l'association parce que je veux pas qu'elle soit embêtée sur les subventions. Immédiatement j'arrête ma profession d'avocat, donc je me fais omettre du barreau. D'ailleurs, j'ai même vendu mes parts, comme ça je n'ai vraiment plus aucun lien avec la profession. Et au départ, j'arrête complètement aussi ma profession d'enseignante. Donc je me mets en disponibilité puisque je suis fonctionnaire. Alors j'ai repris des cours à la faculté parce que en fait le monde universitaire me manquait. C'est ce qui m'a le plus manqué. Et je me suis dit non, mais je ne peux pas faire que de la politique, et donc j'ai eu besoin de retourner un petit peu à l'université. Donc voilà, j'ai repris quelques cours, mais pour le reste, en effet, je prends un risque, puisque refaire une clientèle d'avocats, ça sera quand même compliqué, ça sera long, mais je pense qu'il y a un moment, il faut être honnête avec les citoyens, et j'avais dit que j'arrêtais tout, ce que j'ai fait, quasiment, puisque c'est vrai que j'ai repris quelques cours, mais je pense que je le devais, on m'a élu pour ça. Donc voilà, je voulais être transparente par rapport aux engagements que j'avais pris. Ça a été compliqué aussi, puisque mes garçons étaient encore jeunes, puisque les jumeaux avaient 8 ans et mon grand avait 16 ans. Il était en avance à l'école, donc il était en terminale, donc 6 mois après, c'est lui qui part. Donc mon mari a sa femme qui part et le grand qui quitte la maison, il se retrouve avec les jumeaux qui ont 8 ans. Mais tout s'est assez bien passé parce que je les ai fait participer à ma vie, parce que j'ai toujours, je pense en tout cas, élevé mes enfants dans le sens du travail et de la valeur du travail, parce que moi, ma vie n'a pas été facile et que eux, ils ont la chance d'avoir une vie facile, et je leur montre qu'on peut tout perdre du jour au lendemain aussi. Donc je les ai toujours élevés dans ces valeurs-là, et je pense que ce point-là, je l'ai pas trop mal réussi. Nous l'avons pas trop mal réussi avec mon mari. Donc du coup, ils acceptent d'avoir des parents qui rentrent tard, qui travaillent, qui sont pas là le week-end. Pour eux, c'est normal. Donc ça a été plutôt bien vécu. Mais c'est vrai que c'est une organisation parce qu'il faut leur permettre de continuer à aller à leurs activités extrascolaires. Donc il faut trouver quelqu'un pour les amener parce qu'ils ont leur petite vie sociale qu'il faut arriver à assumer. Donc ce que je pense aussi on est arrivé à faire. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est un monde parfait. Je me suis privée de mes enfants et mes enfants se sont privés de leur mère. La réalité est quand même là. Mais ça se vit plutôt bien dans la mesure où je ne suis pas sûre que je serais une meilleure mère si j'étais plus là. C'est pas le temps qui compte, c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux. Donc j'essaie de ne pas culpabiliser. Et pour moi, les indicateurs sont les résultats à l'école. Donc pour l'instant, tout va bien. Dans quelles conditions avez-vous accepté de devenir porte-parole de La République En Marche ?
Alors, donc au départ, je n'étais pas porte-parole et j'ai commencé à faire des plateaux télé au moment du mouvement des Gilets jaunes, où les porte-paroles avaient leur permanence qui était taguée, etc. Et puis ça demandait beaucoup de temps de présence sur les plateaux, et donc il y avait besoin de députés présents. Donc j'avais commencé comme ça les porte-paroles, et ensuite on m'a demandé j'avais commencé comme ça les plateaux, pardon. Et par la suite, on m'a demandé d'être porte-parole, ce que j'ai accepté, en y mettant une condition, c'est que si un jour je ne suis pas convaincue par une mesure, je n'aille pas sur les plateaux. Donc lorsque vous me voyez sur les plateaux, lorsque je défends, j'assume tout à fait, ça veut dire que je suis en phase avec. Avez-vous toujours été d'accord avec ce que le gouvernement et la majorité ont proposé jusqu'ici, ou avez-vous douté parfois ? Alors sincèrement, il y avait un sujet, je me souviens, qui me posait problème, mais sincèrement, j'arrive plus à me rappeler. Ça m'est arrivé une fois où j'étais mal à l'aise sur un sujet, et du coup, j'avais pas fait de plateau. Mais je me souviens plus ce que c'était. C'était au début du mandat, je me souviens plus. Je crois que c'est arrivé qu'une fois, pour tout vous dire. Donc oui, je suis assez en phase. Et c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est je cherche et j'arrive plus à me souvenir. Donc je suis dans la majorité. Non, mais je suis à 80. J'ai été à 99,9% en phase avec ce qu'on a défendu. Vous savez, le président de la République a été élu sur un programme. Ce qu'on vote dans l'Assemblée, c'est le programme. Donc il vaut mieux que je sois d'accord avec tout. Et puis il y a des choses dont je suis fière aussi, parce qu'on se fait beaucoup critiquer, mais il y a quand même beaucoup de belles réformes qui ont été passées. Il y a beaucoup d'argent qui ont été débloqués dans les services publics, même si c'est pas assez, même s'il faut aller plus loin. Mais il y a des critiques que je peux pas admettre, parce qu'il n'y a jamais eu autant de policiers recrutés que depuis que nous sommes là. Il n'y a jamais eu une réforme d'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, je suis bien placée pour le savoir, c'est le cas depuis que nous y sommes, 8% d'augmentation du budget de la justice, donc moi je n'ai pas envie de faire de cette interview une interview politique, mais oui, quand je vais sur les plateaux, je suis sûre de moi. Et durant ce mouvement des Gilets jaunes, j'y suis allée encore avec plus de conviction, parce que je suis fille de policier et que je ne supporte plus qu'on parle de violence policière. Donc je ne les nie pas, il y a des dérapages, il faut les sanctionner, et les sanctionner de manière exemplaire et avec fermeté, mais de là à ce que ce soit le sujet essentiel, non, c'est pas possible. Les forces de l'ordre sont notre dernier rempart pour la protection de notre démocratie, ça j'en suis convaincue. Et je suis fille de policier, père et mère, donc ça marque quand même, et donc c'est dans mon ADN que de les défendre. Comment se sont passés vos premiers contacts avec les élus du territoire ? Très dur. L'intérêt de cette interview, c'est que je sois parfaitement honnête. C'était très dur, puisque sur les 32 communes, il n'y en avait que 4 qui m'avaient soutenu, et encore discrètement, mais quand même qui m'ouvraient les portes. Et sur le coup, je n'étais pas acceptée. Mais vraiment, c'était difficile. Comme vous l'avez dit, c'est un territoire LR, mais c'est pas le parti qui dérangeait, parce que souvent j'ai des idées proches de ce parti en plus, donc on ne peut pas m'attaquer sur ce point-là. Mais c'était surtout des habitudes et des pratiques qui étaient en place. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'avoir la députée qui était avant moi depuis 3 ou 4 mandats, je ne sais plus. Et d'un coup, moi, je viens perturber tout ça. Et la personne qui a gagné, ce n'est pas celle qu'ils avaient prévue. Donc je perturbe tout ça, et tout ça est perturbé d'ailleurs au niveau du département, et même au niveau national, puisque nous avons pris ces places. Donc ça a été dur au départ, parce que je sentais bien qu'on m'invitait, parce que c'est comme ça que ça doit être fait dans le cadre du respect républicain, mais c'était pas une volonté de m'avoir. Et ça a changé très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, 5 mois, on m'a ouvert les portes, tous les maires, droite, gauche, tous les maires m'ont ouvert leurs portes en disant elle travaille, elle connaît les dossiers. Ils ne pensaient pas que je connaissais les dossiers, mais je connaissais les dossiers, parce que lorsque j'ai fait le programme, certains je les connaissais en tant que citoyenne, et d'autres je m'y suis intéressée. Donc ils se sont dit finalement elle travaille, elle connaît les dossiers, elle est plutôt sympathique. Je me fais des fleurs, mais c'est pas ça, mais ils ont vu que j'étais quelqu'un d'ouvert, et ça s'est très vite bien passé. Et beaucoup d'entre eux ont compris que s'ils voulaient avancer sur leur territoire, ça serait plus simple avec une députée de la majorité qui n'est pas là pour faire un règlement de compte politique. Et donc très vite, avec certains maires, lorsque Didier Brémond a pris ses fonctions, lorsque d'autres m'ont reçu, suite aussi aux nouveaux maires qu'il y a eu, suite au municipal, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux maires, eh bien,
Sincèrement, c'est très serein sur ma circonscription. J'ai des maires qui m'accueillent, qui me sollicitent pour des dossiers, que je soutiens, que je mets à l'honneur aussi, parce que c'est dur d'être maire, hein. C'est un vrai sacerdoce, et je trouve qu'il y en a certains qui doivent être mis en lumière. Et le territoire change si on arrive à travailler tous ensemble. Il change de manière positive si on arrive à travailler tous ensemble, c'est-à-dire les maires, les députés, et que tout le monde œuvre dans le même sens. Et je crois qu'on est arrivé à ça, et voilà, j'espère que ça continuera comme ça, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, très agréable maintenant, et à chaque fois que je me déplace, forcément, je prends du plaisir, et j'y vais, voilà, je n'y vais pas la boule au ventre, et c'est vrai que je fais beaucoup de terrain, hein, puisque je fais 7 jours sur 7, hein, de toute façon, entre Paris et la circonscription, mais c'est vraiment avec plaisir, parce qu'on me le rend bien. Est-ce que la politique est un métier qui s'apprend ? Qu'avez-vous appris durant ces 5 années ? Déjà, je ne pense pas que ce soit un métier, je pense que c'est un mandat. On en fait un, peut-être 2, mais après il faut savoir aussi faire autre chose. Je pense qu'on ne doit surtout pas prendre cette fonction pour durer, parce que si je n'ai pas fait mon travail en 5 ans, voire en 10 ans, je ne suis pas sûre de le faire en 15-20 ans. C'est mentir que de dire ça. Donc déjà, je pense que c'est qu'un passage. Alors, ça ne veut pas dire après sortir du temps politique, parce que je pense aussi qu'on peut aimer, ça peut être une passion, mais il y a d'autres mandats peut-être à faire, pourquoi pas. Est-ce que j'ai appris ? J'ai appris, oui, les relations entre les uns, les autres, et les relations aussi entre les différentes strates, c'est-à-dire au niveau local, au niveau départemental, régional. Donc oui, j'ai appris tout ça. Mais je crois que ce qui est le plus important lorsqu'on fait de la politique, c'est l'empathie. Moi, j'aime parler, donc déjà, ça c'est plutôt... ça facilite les choses. Puis c'est vrai que j'ai fait que des métiers où on parle, donc je vais facilement vers les autres, et je crois que ça s'apprend pas, ça se vit, la politique. C'est-à-dire que vous êtes à chaque fois dans des situations où vous vous sentez concerné, parce que la personne qui vient, qui a un souci, ou qui n'arrive pas à faire valoir ses droits, ou qui ne comprend pas telle loi, vous pouvez vous reconnaître en elle. Donc finalement, c'est vraiment ça se vit. Comment résumeriez-vous ces presque 5 années de mandat ? Qu'avez-vous réussi et que devriez-vous confirmer ou parfaire ? Alors, je pense que l'action dont je suis le plus fière, c'est la fermeture de la décharge illégale au Castellet. C'était une décharge qui avait plus de 30 ans d'existence, dont personne ne s'était occupé. C'était une décharge vraiment institutionnalisée. J'ai été sollicitée essentiellement par les vins de Bandol et par certaines associations qui disaient c'est pas possible, tout le monde fait comme si elle n'existait pas. Donc j'ai mis un peu mon nez dedans, j'ai rendu ça médiatique, quoi. On est allé devant les médias, et cette décharge est fermée, donc c'est encore c'est devant les juges, donc je ne vais pas développer davantage. Mais pour moi, c'est important de protéger l'environnement. Et là, c'était aussi de protéger l'économie, parce qu'il y a tous les vins de Bandol autour. Donc, vraiment, si je dois me mettre une action à mon actif, et où personne ne pourra venir contredire mes propos, c'est celle-là. Donc, ça m'a valu quand même des tensions, des menaces. Enfin, vous vous doutez que c'était compliqué. Mais je pense que je peux vraiment mettre ça à mon actif. Je suis aussi contente d'une meilleure répartition, je trouve, des aides pour les collectivités. On a ce qu'on appelle la DETR, qui sont des fonds attribués aux collectivités, où je trouve que c'est réparti plus justement. Donc ça me fait plaisir aussi. Et dans le négatif, pas le négatif, mais là où j'aurais aimé aller plus loin, je pense que j'ai aidé... la viticulture, en tout cas j'ai essayé, c'est quand même la richesse de la circonscription. Il faut que j'aille plus loin avec eux. Il faut faire connaître tous les métiers autour de la viticulture, il faut les aider à trouver de la main-d'œuvre. Ça vaut aussi pour d'autres professions, vous me direz, hein, mais j'aimerais continuer là-dedans et arriver à mettre en lumière un petit peu tout ce qui existe et ce qui peut être fait. Nous sommes sur une circonscription rurale, mais il y a de l'emploi. Et il faut arriver à mettre les personnes en relation. Et il faut continuer aussi à développer la culture, le sport sur ce territoire. Je pense que c'est vraiment important. Donc je pense que c'est sur ces points-là où j'aurais aimé aller plus loin.
Mais bon, c'est vrai que la crise sanitaire n'a pas aidé. Si vous étiez candidate en 2022 et élue pour un second mandat, que souhaiteriez-vous voir évoluer dans votre mission de député ? C'est compliqué parce que moi je trouve que on a modifié déjà, hein. Quand on a été élu, on a supprimé la réserve parlementaire. Alors je pourrais le regretter parce que c'est vrai que si j'avais une enveloppe importante, je pourrais aider davantage. Mais je pense toujours que c'est une bonne chose de l'avoir supprimée parce qu'on n'est pas là pour se créer pour favoriser un clientélisme. Donc je trouve que c'est bien qu'elle ait été supprimée et ça a permis de donner de l'argent justement sur la DETR et sur le FDVA qui est le Fonds de la vie associative. Donc c'est pas mal et je trouve qu'on ne soit pas seul à attribuer cette somme d'argent. Donc je préfère que ça relève de commission. La fonction de député, je ne la changerai pas parce que je tiens à la séparation des pouvoirs et je ne vois pas comment on peut faire autrement. Vous voyez, même si je les vois, les difficultés ou les points qui bloquent un peu, mais le système me semble bien malgré tout. Si ce que je pourrais regretter, c'est que lorsqu'on habite loin, on a finalement les mêmes contraintes que les Parisiens alors qu'on a déjà une demi-journée de voyage. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc peut-être... Je ferai peut-être une demande pour qu'on rééquilibre un petit peu le temps parce que c'est vrai que nous, on perd facilement une journée dans la semaine en transport. Donc ça, c'est un peu compliqué. Peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être un moyen de... Alors, je ne dis pas qu'il faut être moins à Paris, hein, puisque c'est quand même un mandat national et l'essentiel de notre travail doit être à Paris. Mais c'est vrai que c'est sur les temps de transport, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de, justement, peut-être de faciliter la visio ? Pas pour voter évidemment, hein, mais pour certaines commissions, pour certaines auditions, puisqu'on l'a vécu là avec la crise sanitaire. Alors est-ce qu'on ne peut pas un peu alléger sur certains points ? Maintenant, je pense vraiment qu'il faut maintenir le débat démocratique, donc évidemment pas pour les votes et pas pour les échanges sur des lois, mais il y a peut-être des choses où il y a à améliorer, mais finalement peut-être à la marge, parce que certains vous diront oui, il nous faut plus de moyens, ou il nous faut plus de collaborateurs, ou il nous faut plus... Oui, non, moi je pense que j'avais ce qu'il faut pour mener mon mandat à bien. On peut toujours faire mieux, toujours faire plus, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est correct. Vous avez récemment écrit et publié un livre très personnel et annoncé un second tome qui sera plus politique. Pourquoi cette envie d'écrire et de vous raconter ? J'ai toujours aimé lire et écrire. Gamine, adolescente, je faisais des poèmes. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, sur mon enfance et sur ma vie, j'avais déjà écrit certaines parties. Ce qui a vraiment déclenché cette écriture et cette envie d'aller plus loin, c'est la perte d'un de mes oncles, qui était un homme brillant, avec une vie passionnante. Et à chaque fois, toute la famille lui disait « mais tu devrais écrire ». Il n'a jamais pris le temps d'écrire. Et il est décédé entre les 2 tours des législatives. Et je me suis dit, mince, on n'aura pas sa vie, quoi. Et moi, c'est quelqu'un que j'admirais énormément. Et je me suis dit, bon, j'ai pas la prétention d'avoir la même vie que lui, mais je me suis dit, j'ai quand même aussi des choses à dire à mes enfants. Donc au départ, c'était vraiment à destination de mes enfants, en disant, bah maman, voilà, elle a perdu son papa jeune. J'avais 11 ans j'avais 12 ans, pardon, quand j'ai perdu mon père, dans des conditions difficiles. Bon, je laisse la lecture du livre. J'ai vécu en cité, donc quand vous êtes fille de policier en cité, c'est compliqué. J'étais à l'école, j'étais pas la meilleure élève. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, j'ai toujours fait de belles rencontres. J'ai toujours été portée par des hommes formidables, que ce soit à l'université, que ce soit en tant qu'avocate, que ce soit en politique. J'ai eu beaucoup de chance et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir saisir les bonnes opportunités. Donc j'ai eu envie de retranscrire tout ça, parce que du coup j'en avais perdu la question. J'ai eu envie de retranscrire tout ça pour dire aux jeunes, mais ça dépend de vous aussi. On n'est pas tous nés riches ou dans telle famille, tout n'est pas prédéterminé. On peut avoir une vie difficile et bien s'en sortir, mais le travail, lui, ne déçoit jamais. Enfin, je sais que je me répète, mais j'en suis convaincue, le travail ne déçoit jamais. Donc il faut s'investir. Donc en fait, j'avais des pages comme ça, et quand dans les trajets, donc là vous allez me dire, vous voyez finalement les trajets, même la députée, donc dans les trajets j'ai commencé, c'est dur d'avoir une journée sur la circo, une journée dans l'hémicycle et de travailler encore les dossiers dans le train, donc soit je lisais, soit j'écrivais, et c'est comme ça que j'ai fini d'écrire mon livre, et l'envie de publier, c'est en fait quand mon mari l'a lu, il m'a dit c'est dommage maintenant que tu l'as écrit, publie-le, si tu te sens d'assumer ce qu'il y a à l'intérieur, publie-le, parce que tu dis
pas de mal, et tu montres un parcours de vie. Bon, il y en a d'autres qui sont mieux que le mien, plus intéressants, et donc j'ai décidé de publier ce livre, donc dont le titre est « Votre vie vous appartient ». Et j'ai décidé de choisir comme maison d'édition les Presses du Midi, parce que je trouvais aussi que c'était bien. Alors, j'aurais pu choisir une maison d'édition nationale, qui est pignon sur rue, parce qu'en étant députée, forcément, c'est plus facile. Ça n'a pas été mon choix. Mon choix, ça a été de prendre les Presses du Midi et de rester un peu local, même si le livre, évidemment, est vendu dans toute la France. Mais c'est à un moment donné de se poser, de dire, voilà, j'ai 52 ans, je fais le bilan. Mon bilan, le mien, c'est celui-là, il vaut ce qu'il vaut. Mais on peut pas me dire, que ce soit mes proches, mes amis, que tout a été facile pour moi, parce que c'est une phrase que j'ai entendue, et je l'entends même encore, je la vois écrite sur les réseaux sociaux, parce que tout n'a pas été facile. Et surtout dire, voilà, si vous avez des rêves, si vous avez de l'ambition, il faut aller jusqu'au bout. On ne va pas réussir à chaque fois, je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais on peut réussir à quelque chose. Et ça, j'y crois, mais c'est vraiment en moi. Voilà. Et puis, c'était de mettre en avant certaines personnes qui méritaient de l'être. Mais je suis vraiment contente d'être arrivée au bout, de l'avoir écrit. J'ai fait une séance de dédicace à Brignoles qui a très bien fonctionné, donc j'étais vraiment très, très fière. Et j'ai fait le 2, mais pareil, le 2 est décousu, il faut encore que je le reprenne, qui lui sera par contre plus politique, justement sur les belles rencontres politiques que j'ai faites, sur d'autres qui sont moins belles, sur de belles ambitions, d'autres qui le sont moins, etc. Donc il y aura la suite, puisque je vois que le premier se passe pas trop mal, donc je pense que je continuerai, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris un vrai plaisir d'écrire. J'aime écrire. Alors j'avais déjà fait des livres, mais en droit, que j'ai transpiré. Là, non, là, c'est que du bonheur. Moi, mon crayon et ma feuille, c'était que du bonheur.